Et par esprit un peu de provocation, je suis un peu surpris que des journalistes ne soient pas au courant de ce que font les loges maçonniques quand elles font quelque chose qui est publié. Sur le problème de la burqa, les obédiences maçonniques ont été entendues par la Commission générale de l'Assemblée nationale, de manière très officielle. Et c'est paru sur le site, y compris l'interview complète télévisée, sur le site de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas comment s'appelle la chaîne parlementaire, peu importe. Et si vous aviez eu la curiosité de regarder et de lire ce qui a été écrit, vous connaîtriez la position des obédiences maçonniques. Elle était très simple, hein. Je vais vous la résumer. Diagnostic, multiples raisons d'interdire la burqa, deux grandes raisons. D'abord, c'est une atteinte aux droits de l'homme, avec un grand H générique, aux droits de la femme et de l'homme avec un petit f et un petit h, tout simplement parce que ça vise à mettre la femme sous l'assujettissement de l'homme, ce qui est insupportable. Ça vise en plus à l'extraire de la vie sociale, car la vie sociale, c'est de se voir. C'est le visage qui fait la vie sociale. C'est la représentation de l'autre et le dialogue avec l'autre qui crée ce que Lévinas appelait la métaphysique du visage. C'est l'élément essentiel de la relation. Extraire la femme de la société, c'est ça, c'est la cacher, c'est l'extraire de la société. Lui retirer son rôle social, c'est insupportable au pays des droits de l'homme, c'est contraire aux droits de l'homme. Deuxième chose qui est encore plus importante, et c'est le deuxième élément sur lequel les obédiences ont été toutes d'accord, c'est que la burqa, ce n'est pas un vêtement. C'est un signe religieux de prosélytisme et de provocation dans l'espace public. Or, l'espace public, c'est la res publica, la chose publique. La République, ce n'est pas un régime, c'est une manière de vivre ensemble. Et vivre ensemble, ça suppose le principe de laïcité. Aucun prosélytisme religieux dans l'espace public. L'espace public, c'est pas seulement, comme le gouvernement à un certain moment a essayé de nous faire croire, l'espace des administrations des hôpitaux. Non. L'espace public, c'est la rue, c'est l'agora des Grecs, c'est là où on discute ensemble, où on discute à visage découvert. Et de ce côté-là, les opinions sont conclues que ce qui a été écrit et publié est très simple, il fallait interdire la burqa. Point. En ce qui nous concerne, nous avons même ajouté qu'il ne fallait peut-être pas l'interdire tout de suite. Il était peut-être souhaitable de se donner quelques mois pour demander officiellement aux institutions religieuses responsables de ce pays de se prononcer. Et de se prononcer, ça voulait dire d'adopter officiellement le principe de laïcité. Voilà ce que nous aurions souhaité, et ce que nous souhaitons toujours. Nous souhaitons que les institutions religieuses, catholiques, juives, le problème ne se pose plus, la laïcité est inscrite mais que les institutions de l'islam se prononcent officiellement pour le respect de la laïcité dans la République. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alain Noël, et je voudrais ajouter ceci. Non seulement nous le souhaitons, mais nous souhaiterions aussi qu'il y ait une journée qui respecte la laïcité, et nous plaidons actuellement pour qu'il y ait une journée de la laïcité en France, sans que ce soit un férié, mais que cette affaire soit marquée. Alors, moi je voudrais ajouter, vous avez dit que font les francs-maçons. Alors, quand ils font trop, on leur dit ils interviennent trop, et quand ils témoignent, c'est pas assez. Et pourtant, je souscris au fait que il y a eu l'intervention sur la burqa, et puis il y a eu aussi ce qui s'est passé cet été avec l'histoire des Roms. Il y a quand même eu une remise en cause de l'altérité ordinaire. Hein, je ne vais pas revenir sur les faits, mais bon, nous savons tous qu'il peut y avoir dans telle ou telle communauté des délinquants, des malfaiteurs, etc. Mais stigmatiser une communauté entière, c'est pas acceptable. Je rappelle que les obédiences, enfin en tout cas la nôtre, nous avons communiqué à cet égard. Je lis juste le fragment du communiqué, qui peut-être n'a pas été revu par toute la presse, bien sûr, la une, mais je le dis quand même. Les francs-maçons du droit humain affirment qu'aucun projet, aucune interrogation, aucune remise en cause concernant les questions de nationalité, d'immigration et de sécurité ne saurait être évoquée en dehors du cadre de l'éthique, les questions de l'éthique républicaine, qui assure l'égalité de tous dans un esprit de fraternité et dans le respect de la liberté de chacun. On l'a fait, bien sûr, mais c'est tellement peu vendeur que ça passe pas. Ce que disait Jacques tout à l'heure est vrai, ça passe pas ça. Alors, mais nous le faisons. Alors aujourd'hui, peut-être, c'est vrai, nous ne sommes pas porteurs de grands projets de loi qui vont bouleverser l'organisation de la République ou le progrès de l'humanité, peut-être. Mais nous sommes
des porteurs de valeurs. Nous voulons être des porteurs de valeurs et nous voulons témoigner à partir de ces valeurs. Et chaque fois que les valeurs qui fondent la République, qui fondent notre vie collective sont remises en question, nous sommes là, nous témoignons, dans la mesure évidemment où on nous demande notre avis. Parce que le paradoxe a voulu que sur cette question de la burqa, le droit humain ne soit pas interrogé par les pouvoirs publics. Je considère ça comme parfaitement scandaleux. Mais bon, à cette époque-là, je n'étais pas président du Conseil national. En ce qui concerne les mouvements spirituels, alors je vais faire un raccourci dont je m'excuse par avance, mais parce qu'on est contraint par le temps. Les mouvements spirituels émergents, que ce soit la Kabbale, que ce soit l'église de Scientologie, que ce soit, ont fondé, voilà, je me suis mis ce petit préambule au préalable, ont fondé leur prosélytisme, leur action, leur présence dans la société par des porte-paroles, c'est-à-dire des gens qui ont vocation à incarner, à dire voilà, c'est du Tom Cruise, c'est Madonna pour l'un, c'est Tom Cruise pour l'autre. Est-ce que le mode de fonctionnement de la société moderne, et il n'y a pas à s'en réjouir ou à le regretter, a priori c'est comme ça, le fait d'incarner, pas forcément par des people, mais par des individualités, des capacités à susciter, votre lapsus freudien sur Alain Boer tout à l'heure était un peu dans cette, moi je suis ni psychanalyste, mais était un peu dans cette dimension-là, mais cette capacité à incarner les sujets. Et est-ce que pour énormément de champs d'activités sociales modernes, on a mis en avant des porte-paroles, que ce soit d'ailleurs sur les questions ethniques, que ce soit même sur certaines questions religieuses, avec un Monseigneur Gaillot, un Tariq Ramadan, enfin voilà, qui, à tort ou à raison, je ne me réjouis pas du dispositif, mais il semblerait que c'est une tendance de traitement des sujets sociaux modernes. Est-ce que le fait de venir avec des idées et de privilégier le fond et l'idée fait effectivement que ça constitue peut-être un handicap dans le dispositif tel qu'il est en train de se dessiner pour les autres acteurs? Après, savoir si l'on peut incarner un porte-parole. Tom Cruise, je veux bien essayer, mais j'ai un gros handicap. Je ne trouverai pas Madonna chez nous, ça me pose problème. Non, elle est à la Kabbale apparemment, donc prochain. Alors sur les autres églises, il faut bien se dire quelque chose. Ce que vous venez de citer, ce sont des sectes. Non, je prenais Tariq Ramadan, je prenais le fait de Monseigneur Gaillot, par réflexe pavlovien, vous dites aux gens église, ils pensent forcément, le journaliste moyen, quand il pense église, il pense Monseigneur Gaillot. Vous parlez de Scientologie. Non, mais c'est une secte. Bien sûr, bien sûr. Monseigneur Gaillot, c'est une parcelle sectaire de l'église catholique. Vous prenez Tariq Ramadan, je suis désolé, Tariq Ramadan, ce sont les frères musulmans, c'est une secte. Point. Il n'y a pas à discuter. Nous ne dialoguerons jamais avec quelqu'un qui défend les thèses des frères musulmans. Je crois que nous ne dialoguerons jamais avec l'église de Scientologie. Nous ne dialoguerons jamais avec les raéliens, tout ce que vous pouvez imaginer. Dès l'instant que vous dialoguez avec ce type de société, vous conférez à cette société la même place que celle que vous prétendez incarner. Or, nous prétendons incarner, franc-maçonnerie, une spiritualité parfaitement laïque, mais une spiritualité ouverte, respectueuse des autres. Il n'est pas question de dialoguer avec des spiritualités totalitaires. Alors, je me suis certainement mal exprimé. C'est le fait de dire que pour exister socialement, dans le débat public, ils ont mis en avant, ils ont créé, de manière artificielle sans doute, mais des porte-paroles. C'est-à-dire que, justement, par réflexe pavlovien, le journaliste va dire, tiens, voilà, quand j'ai besoin de parler, parce qu'il est disponible, parce qu'il sait faire, enfin bon. Et donc, je veux dire par là, il ne s'agit pas de vous assimiler, c'est-à-dire que quand vous aviez des mouvements spirituels qui ont voulu émerger médiatiquement, c'est la stratégie qui a été employée par eux. Donc c'était pas du tout pour vous y assimiler, si vous voulez. Mais là, je voudrais répondre que dans ces hypothèses, cela veut dire qu'il y a une forme totalitaire de la pensée qui puisse être exprimée par un seul individu, qui puisse résumer à lui tout seul la pensée de la structure. Par définition, il n'y a pas, sauf sur des grands sujets, dignité humaine, droits de l'homme, il n'y a pas de pensée unique qui sort d'une loge maçonnique. Il y a différents courants de pensée, différentes manières de voir les choses. Ce qui sort d'une loge maçonnique, c'est la nécessité pour chacun des maçons d'exprimer à l'extérieur sa propre pensée. Vouloir faire d'un représentant le représentant de la structure, c'est réduire la maçonnerie justement à une secte, ce qu'elle n'est pas. Ce serait la réduire à une structure sociale, ce qu'elle n'est pas. Ce serait la réduire à un parti politique, ce qu'elle est encore moins. L'une des définitions de la Grande Loge de France dans ses constitutions, c'est
La Grande Loge de France, ni ses loges, mais ça rejoint ce que disait Jacques, la Grande Loge de France, ni ses loges ne s'immiscent dans aucune controverse d'ordre religieux ou politique, dans aucune controverse. Ça ne veut pas dire qu'elle ne suscite pas à l'extérieur des rencontres avec les religions. Avec les partis politiques, il y en a suffisamment, c'est pas la peine qu'on s'en occupe, mais avec les religions, il y a souvent des colloques qui sont faits pour confronter la manière de voir les religions, la manière dont on puisse vivre ensemble laïquement dans une société où chacun puisse exprimer son culte, mais pas de controverse. Débat oui, débat informatif, débat éclairant pour l'ensemble, aucune controverse. Vouloir faire incarner par un homme ou par une femme la structure serait contraire à la démarche maçonnique. Merci. Alors, Eric, parce que comme ça on va pardon, poser excusez-moi. voilà, Eric et ensuite Georges. Alors effectivement c'est tout à fait respectable. Maintenant dans les faits, si je vous dis qui est pour les médias le grand maître à vie de la maçonnerie, vous répondez qui? Le grand maître à vie de la maçonnerie. Oui, celui qui apparaît régulièrement sur les plateaux de télé, dans les colonnes et tout, qui incarne la franc-maçonnerie aux yeux des journalistes. Je ne connais pas de grand maître à vie de la franc-maçonnerie, je ne pense pas que quiconque puisse... Bon, et ben moi Non, absolument. Très, très concrètement. Et si les médias pensent que quelqu'un incarne la franc-maçonnerie, c'est une profonde erreur. Alors je faisais ça en provoquant, l'expression de grand maître à vie, je parle du point de vue médiatique. Vous prenez Alain Bauer régulièrement est invité, alors qu'il n'est plus grand maître depuis des années. Et je ne sais plus quand, je participais à une émission de télé, on m'a dit ah bah tiens on va inviter Alain Bauer, c'est lui le grand maître des francs-maçons. Je vous dis ça par provocation, pourquoi? Parce que les journalistes raisonnent non pas en temps, certes il y a une réalité, vous êtes responsable de vos obédiences, et il y a une sorte de démocratie puisque vous alternez, mais après il y a ce qu'on appelle les bons clients. Alors je vais dire un gros mot, mais pour un journaliste il faut un bon client, c'est-à-dire quelqu'un qui sache parler, s'exprimer devant une télévision, qui sache trouver les arguments, qui sache intéresser son public. Et effectivement, là où je pense qu'il y a eu une rupture avec Alain Bauer, c'est qu'il a cette faculté, quand il est sur un plateau de télévision, je sais que ça fait peut-être pas faire plaisir, hein, je ne parle pas de ce qui peut se passer après dans l'intérieur des obédiences, mais c'est quelqu'un qui sait s'exprimer devant les médias. Or, il y a le fait, soit à un moment donné, les maçons s'adaptent à ce monde médiatique, soit ils en rejettent les règles, ce qui est possible aussi, mais quand vous dites la maçonnerie ne peut pas être incarnée par une personne, je ne suis pas d'accord, parce que dans les faits c'est ça qui se produit. Il y a eu un bouquin qui est sorti sur un dialogue entre François Coche, qui est le journaliste qui s'intéresse le plus à la franc-maçonnerie, qui sort des éléments et tout, et la personne qui représentait la franc-maçonnerie face à lui. C'était pas un grand maître en activité, c'est Alain Bauer. Le dernier débat que j'ai pu faire sur C'est dans l'air sur le secret d'appartenance maçonnique, je me suis retrouvé avec, je ne sais plus, la grande maîtresse, je crois, de la Grande Loge de France, et je me suis retrouvé avec, à ma droite, Alain Bauer. Donc, à un moment donné, je ne dis pas ça pour lui faire de la promo, puisque d'abord, il n'en a pas besoin, il a ses réseaux, mais c'est pour vous faire, non, c'est sur un point de réflexion, c'est-à-dire que après les grands maîtres successifs qu'il y a eu après Alain Bauer, on s'est aperçu, il y a eu Quillardet, par exemple, au Grand Orient, qui a essayé d'être un peu plus punchy, il y a eu Lambicki aussi qui a essayé, mais globalement, quand les émissions de télé, quand les journaux rappellent toujours les mêmes personnes, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Vous pouvez le regretter, mais c'est qu'à un moment, il y a un problème chez vous, chez les obédiences. On peut tourner autour du pot, tant que vous voulez, sur le droit humain, sur la Grande Loge de France, sur le Grand Orient actuellement, mais les gens qui vous représentent, forcément, et ce sont des grands maîtres par essence, puisque le grand maître est censé être le porte-parole. C'est sa fonction aussi. Mais à un moment donné, je me suis demandé, mais est-ce que Bauer avait pris des cours de média training, ou est-ce que ses successeurs n'en avaient pas pris? Peut-être tout simplement ça, mais c'est une belle question de journaliste profane, hein, excusez-moi. Oui, eh bien, c'est une question. Alors, moi, je vais vous dire, on s'en fout. Voilà. Moi, je vous le dis tout net, parce que c'est pas ça qui est important. Je crois que là, on touche quelque chose de fondamental en maçonnerie, c'est l'articulation entre transmission et communication. La franc-maçonnerie fonctionne sur ce qu'on appelle le processus de transmission. C'est-à-dire que Alain Noël est actuellement grand maître de la Grande Loge de France. Il a précédé un autre grand maître et un autre grand maître lui succédera. Il y a des règles très strictes dans nos obédiences. Nous faisons notre temps et après, nous passons la main à celui